Euh, Merci à vous, merci Philippe, merci Catherine, merci Beauvais, merci Unilassal, merci à vous toutes et tous pour l'accueil et pour l'honneur de faire cette conférence introductive. Mon idée, en dehors de vous faire croire que je m'y connais en latin, qui est du latin de cuisine évidemment, c'est surtout de dresser le paysage des discussions qu'on va mener tous ensemble pendant 2 jours. Et donc, mon idée, c'est finalement de rejoindre ce qui a été dit par Madame Soula tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle mesure nous serons capables, et ce n'était peut-être pas obligatoirement une préoccupation jusqu'à présent, de faire en sorte qu'on mettra le moins à mal possible la qualité de vie des patients, tout en leur proposant les traitements les plus optimaux sur le plan carcinologique. Et pour cela, la nutrition peut apporter une partie de la solution. Pas toutes les solutions, évidemment. On ne fait pas des miracles avec l'alimentation, en particulier en cancérologie, mais on peut aider à un certain nombre de choses. Et je crois beaucoup à ça, et je crois qu'on a pu, au sein de l'Interclan Unicancer et d'autres institutions, le démontrer. Est-ce qu'on peut me passer les diapositives, s'il vous plaît? Alors, il y a des évidences. Les évidences, c'est que d'abord que la maladie cancérologique, le cancer, est une maladie éminemment métabolique. D'ailleurs, les nouvelles définitions de la maladie cancéreuse intègrent cette donnée. Il y a parmi les éléments qui contribuent au développement de la maladie cancéreuse des troubles du métabolisme cellulaire qui font que la maladie cancéreuse se développe. Et parmi ceux-là, il y a ce que moi j'appelle le syndrome de détournement métabolique, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse va envoyer des messages à toutes les cellules de l'organisme hôte pour aller récupérer une partie des nutriments et faire proliférer ses congénères. Diapositive suivante. Il y a d'autres éléments qui font partie de la définition de la maladie cancéreuse qui sont aussi en lien avec l'alimentation et le métabolisme. La dysbiose, la modification du microbiote intestinal, mais aussi des paramètres d'inflammation qui sont en partie en lien avec l'état nutritionnel. Diapositive suivante. Bon, ça, malheureusement, c'est un vieux schéma que j'ai du mal à quitter, mais qui essaye de résumer tous ces phénomènes de détournement métabolique qui conduisent à la dénutrition, à la cachexie cancéreuse. Et clairement, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que, premièrement, c'est quelque chose sur lequel on a de plus en plus d'informations scientifiques précises. On commence à bien voir comment ça fonctionne, la dénutrition, la perte de masse musculaire, la perte de masse grasse. Ah, c'est passé un peu vite, excusez-moi. Si on pouvait revenir en arrière. Je parle peut-être pas assez vite, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Là, ça passe trop vite, là. Ça va plus du tout. Donc, je disais, et deuxièmement, ce qui est important, c'est que finalement, ça nous permet, ce n'était pas obligatoirement le but à la base, mais de repérer des cibles thérapeutiques. Et on commence, et on verra juste après, qu'on commence à voir des profils thérapeutiques intéressants où on va associer différents traitements qui vont agir sur ces différentes cibles. L'autre évidence, c'est que la dénutrition est un élément pronostic majeur avec une très haute criticité. Pourquoi une très haute criticité? Parce que c'est à la fois très fréquent et très grave. L'impact pronostic est majeur. Dans toutes les situations de cancérologie et d'hématologie, il y a un lien entre dénutrition et pronostic, entre dénutrition et complications des traitements, entre dénutrition et mortalité. Et ça, on a maintenant des dizaines et des dizaines d'études pour le démontrer. Donc, clairement, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. On a un facteur sur lequel on peut agir. Il n'y a pas tant de facteurs pré-thérapeutiques sur lesquels on peut agir, malheureusement. C'est très perturbant quand même. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est assez perturbant.
Et clairement, la dénutrition ou la prévention de la dénutrition, c'est un des seuls facteurs pré-thérapeutiques sur lequel on peut agir avec des solutions efficaces. Malheureusement, parmi les incertitudes qu'on peut avoir sur ce sujet, eh bien, le fait que, malheureusement, les preuves scientifiques de l'intervention nutritionnelle comme élément améliorant le pronostic des patients, il y en a très peu, hein, et elles sont d'ailleurs parfois contradictoires. J'ai fait exprès, j'ai fait un choix tout à fait volontaire de contradiction entre deux études qui montrent dans l'une qu'il y a effectivement, par le biais d'une prise en charge diététique systématique, pré-thérapeutique, une efficacité sur l'état nutritionnel et sur le pronostic, et une qui dit le contraire, qui ne montre pas de bénéfices, eh bien, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à mener pour démontrer les bénéfices de la prise en charge nutritionnelle au cours des traitements des cancers. Alors, voilà. Et ça, c'est lié à un autre problème qui est la qualité des études en nutrition et en particulier en onconutrition. On a souvent des études avec des effectifs qui sont petits ou avec des malades qui sont mal sélectionnés. Souvent, c'est des malades qui sont hors des champs thérapeutiques, donc des malades plutôt très avancés au niveau de la maladie cancéreuse, qui ne peuvent pas rentrer dans les études cliniques en cancérologie, malheureusement, avec souvent des critères de jugement qui sont timides, c'est-à-dire on ne va pas utiliser des critères durs comme la mortalité, par exemple, parce que ça occasionnerait éventuellement un échec de l'étude ou on a peur que, évidemment, ça puisse coûter trop cher parce qu'il faut des centaines et des centaines de patients pour le démontrer. Malheureusement aussi, avec une vision qui est très segmentée, c'est soit que la problématique diététique, soit que la nutrition artificielle. Et en fait, il faut voir les choses de façon très continue. Et puis souvent, avec une évaluation qui est purement monodisciplinaire, on va voir que la multidisciplinarité, c'est important. Les autres incertitudes, elles sont liées à tout ce qu'on entend en permanence sur les potentiels liens entre alimentation et cancer. Ce que on a pu appeler à un moment la cacophonie médiatique. Alors j'ai pris l'exemple du jeûne parce que c'est un sujet que je connais bien, mais il y en a plein d'autres. On entend en permanence des gens qui ont trouvé le traitement miraculeux du cancer. Et donc ça ne nous aide pas à proposer des prises en charge, des études cliniques de qualité, parce que, eh bien, malheureusement, derrière, il y a la possibilité qu'avec le jeûne, avec le régime cétogène ou avec la poudre de curcuma, on va guérir le cancer. Et l'autre réalité, c'est que les gens ne font pas qu'écouter, ils font aussi. Et clairement, et ça, on a pu le montrer il y a quelques années dans le cadre de Nutrinet Santé, eh bien, il y a 10% des patients au cours des traitements qui font des régimes de restriction glucidique en particulier. Donc, clairement, c'est quelque chose où les patients, les accompagnants des patients ont envie d'agir par eux-mêmes, et donc il faut aussi apprendre à les accompagner avec les bonnes connaissances. Vous voyez que 55% des patients atteints de cancer vont aussi utiliser des compléments alimentaires. Ah, zut, j'ai perdu mon effet. Et vous voyez qu'il y a même des gens qui prétendent que finalement, il n'y a pas besoin de faire des chimiothérapies, monsieur Ichou, il n'y a plus besoin de chimio. Il suffit de manger des fruits exotiques et ça marche très bien. Voilà. Diapositive suivante. Et puis, une autre incertitude, c'est une incertitude logistique. Nous n'avons pas actuellement, dans la plupart des établissements de santé, les moyens de prendre en charge suffisamment correctement les patients parce qu'il n'y a pas assez, en particulier, de diététiciennes dans les hôpitaux. La moyenne, calculée récemment, c'est à peu près une diététicienne pour 80 lits d'hospitalisation. Alors, en vérité, c'est 76, mais bon, disons 80. Bon. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en plus de ça, elles ne sont pas valorisées. Les diététiciennes hospitalières, elles ne rapportent rien à l'hôpital, elles ne font que coûter. Et ça, elles l'entendent trop souvent. Et en plus de ça, les diététiciennes libérales, elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc comment on fait pour prendre en charge, avec des vrais experts de la nutrition, si tout ça n'est pas pris en compte, même du point de vue financier? Et puis en plus de ça, le modèle économique des hôpitaux n'est pas le bon. Malheureusement, on finance à la catastrophe. C'est-à-dire,
on va valoriser le séjour à partir du moment où il y a une comorbidité associée ou une complication qui apparaît. Ça valorise le séjour. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser le fait d'avoir évité la catastrophe. Et la nutrition en est capable. Comme je vous disais, il y a des espoirs malgré tout. Les espoirs, c'est qu'on a des possibilités thérapeutiques de plus en plus larges qui se développent. Et ce n'est pas du tout exhaustif ce que j'ai écrit là. Il y a plein de molécules, de nutriments qui potentiellement pourraient être intéressants pour contrer les processus de cachexie cancéreuse. Diapositive suivante. Il y a aussi potentiellement des compléments nutritionnels adaptés. Les ateliers culinaires, moi je crois beaucoup aux bienfaits sur le processus de soins des ateliers culinaires, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec Philippe. Et puis toutes les interventions non médicamenteuses qui peuvent avoir directement ou indirectement un effet sur l'appétit ou sur l'état général, la fatigue, la capacité à mobiliser les muscles, etc. Diapositive suivante. Et tout ça passe obligatoirement par une multidisciplinarité, parce que c'est fini de faire que de la nutrition ou que de l'activité physique ou que de la psycho. Il faut essayer de mettre tout ça ensemble pour contribuer au meilleur état du patient. Et ce qui se développe de plus en plus, c'est les programmes de préhabilitation. Il y a beaucoup de preuves scientifiques maintenant du bénéfice de la préhabilitation, c'est-à-dire, entre guillemets, retaper les patients avant de commencer les traitements. Mon service, dans lequel je travaille, j'ai la chance de travailler, eh bien, c'est un service de préhabilitation. On prend les malades pour les préparer au traitement, et ça marche très bien. Et le dernier espoir, c'est aujourd'hui, ici, maintenant et demain, c'est le fait qu'on soit capable de se réunir pour faire ces discussions et faire avancer les choses. Voilà. Je vous remercie.